Je m'appelle Benjamin Davis et je suis le chef du programme stratégique pour réduire la pauvreté rurale à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Je tiens à remercier les organisateurs pour la possibilité qui m'est offerte d'être là aujourd'hui. C'est un honneur de participer à cette conférence et d'avoir à mes côtés des législateurs, des personnes qui sont expertes en protection sociale ou qui plaident en sa faveur. J'aimerais présenter les orateurs invités. Madame Cecilia Mbaka, qui est chef du secrétariat national à la protection sociale au département d'État de la protection sociale du Kenya. Nous avons également Madame Susan Shabangu, qui est le ministre du développement social d'Afrique du Sud. Nous avons également assis à ma gauche Monsieur Gombo Souren Ounour Bayar, qui est secrétaire d'État au ministère du Travail et de la protection sociale de la Mongolie. Et enfin, nous avons Madame Maha Mesrouli, qui est économiste principale au ministère des Affaires sociales. Alors, je vais très rapidement présenter le thème de la séance. Ensuite, je poserai des questions à chacun des orateurs et si nous avons le temps, j'ouvrirai le débat pour des questions-réponses si vous le souhaitez ou si vous souhaitez formuler des commentaires. Alors, je viens de la FAO et on me demande tout le temps pourquoi est-ce que la FAO s'intéresse à la protection sociale. Alors, avant tout, parce que c'est essentiel pour notre mission. Sans protection sociale, on ne peut pas arriver à notre objectif essentiel qui est d'éliminer la faim, d'éliminer la pauvreté et d'encourager le développement agricole. La protection sociale est incontournable pour tous ces objectifs. Je vais d'abord planter le décor. Il s'agit donc de plaider en faveur de la protection sociale universelle et pour cela, l'on va insister sur 4 points qui vont constituer le plaidoyer. Tout d'abord, la protection sociale, c'est un droit humain, c'est une question de justice, comme nous l'avons entendu. La protection sociale universelle est un droit consacré par la Déclaration universelle, par le Pacte universel sur les droits économiques, sociaux. L'accès à la protection sociale est essentiel pour que d'autres droits soient réalisés, droit à l'alimentation, à l'éducation, à la santé. Beaucoup de constitutions nationales prévoient le droit à la protection sociale, notamment dans les pays qui sont présents ici, Kenya, Afrique du Sud, et beaucoup de pays ont inclus ce droit dans leur législation. Donc c'est une question de droit avant tout. Je crois que, et nous le savons tous, beaucoup de législateurs influents devraient peut-être être convaincus par d'autres arguments, d'autres raisons. Donc, mon deuxième argument, c'est l'intérêt économique de la protection sociale. Il y a énormément de bases factuelles solides recueillies par les gouvernements présents ici, notamment le Kenya, l'Afrique du Sud, mais également la Banque mondiale, l'UNICEF, la FAO, qui montrent l'importance économique de la protection sociale. Avant tout, il y a la question du développement du capital humain et puis il y a beaucoup de bases factuelles qui montrent cet impact. Ça permet de réduire les contraintes du côté de la demande sur l'éducation et cela permet également d'assurer l'avenir des enfants qui bénéficient de la protection sociale. Deuxièmement, cela renforce le potentiel économique des plus pauvres. Cela permet d'atténuer les inégalités, de faciliter les activités d'auto-entrepreneurs. C'est un outil pour gérer les risques, pour passer d'une survie à une vie qui permet de développer son potentiel. Troisièmement, la protection sociale peut encourager le développement économique local, stimule la demande pour les biens et les services. C'est un facteur qui permet de multiplier les débouchés pour les communautés locales. Et cela intéresse particulièrement
la FAO qui a démontré au cours des 10 dernières années, l'impact, notamment en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et d'autres régions. Donc, cela signifie que les bénéficiaires de la protection sociale connaîtront un avenir meilleur. Pour ce qui est de l'inclusion productive, eh bien, il y a un lien évident entre la protection sociale et les moyens de subsistance, politique agricole, programme, créer des synergies pour créer des synergies qui permettent de développer le potentiel des personnes. Et puis, il y a également des raisons qui tiennent à l'environnement, notamment au vu des changements climatiques. Cela réduit la vulnérabilité et la dépendance par rapport aux stratégies de sortie de la pauvreté. Cela permet de protéger les ressources naturelles. Deuxièmement, cela peut faciliter la transition vers des moyens de subsistance plus durables. Et c'est essentiel parce que les pauvres, et notamment les pauvres ruraux, sont souvent les gardiens des ressources naturelles essentielles qui sont touchées par les changements climatiques. Et donc, ça peut être une partie intégrale de l'adaptation au changement climatique et des stratégies d'atténuation. Ça joue un rôle essentiel dans les projets de fonds verts pour l'environnement. Je pense à l'exemple du Paraguay où un projet a été créé grâce à la protection sociale. Et enfin, les systèmes de protection sociale peuvent jouer un rôle important pour se préparer aux catastrophes naturelles et rebondir après celles-ci. Troisième point, la protection sociale est une partie fondamentale, transversale des ODD. C'est un élément que l'on retrouve comme un fil rouge tout au long des ODD. Et l'on doit vraiment mettre l'accent sur les zones rurales, parce que sans cela, si nous n'incluons pas les zones rurales, nous n'atteindrons pas la plupart des ODD. Les zones rurales, c'est là où l'on trouve la majorité des pauvres, des personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Et pour ne laisser personne de côté, il faut tenir compte des espaces ruraux. Donc la protection sociale ne peut pas se créer du jour au lendemain. Il faut faire des efforts ciblés pour sortir les plus vulnérables, les plus pauvres de leur situation. Il faut également tenir compte des secteurs informels, des peuples autochtones, des femmes rurales. Et c'est la seule façon, la création de systèmes de protection sociale pour atteindre les ODD 1.1, 1.3, 10.1, 10.2. Et pour cela, nous avons besoin de champions. Nous les avons, ces champions qui plaident en faveur de la protection sociale universelle. Sur ce, je vais donner la parole aux orateurs invités. Donc tout d'abord, ma première question s'adresse à Madame le ministre d'Afrique du Sud. Madame le ministre, pour quelles raisons l'Afrique du Sud a-t-elle décidé d'étendre la couverture de protection sociale à la grande majorité des enfants, des handicapés et des personnes âgées et aux travailleurs domestiques et ruraux? Thank you very... Merci beaucoup. Merci pour cette question. La raison pour laquelle l'Afrique du Sud a mise en place la protection sociale universelle tient à l'importance que nous accordons aux droits de l'homme. En 1994, nous avons adopté une constitution qui évoque les droits de l'homme et nous avons pensé que nous ne pouvions pas être un pays qui continue à vivre dans la pauvreté, à avoir des inégalités. Par conséquent, à plusieurs reprises, nous avons créé des mécanismes visant à lutter non seulement contre la pauvreté, mais visant à faire de notre pays un pays qui sort les personnes de la pauvreté. Nous avons donc adopté un plan de développement dans le droit fil des ODD et en 2030, nous savons tous que nous devrons avoir éradiqué la pauvreté en réalisant les ODD. C'est un des objectifs de notre plan de développement national qui est tout à fait conforme aux ODD à l'horizon 2030. Nous sommes engagés à mettre un terme à la pauvreté dans notre pays à 2030.
Nous estimons qu'il est important de favoriser l'éducation et donc nous proposons une éducation gratuite pour les enfants, pour les classes primaires jusqu'à la fin du secondaire. Donc l'éducation sera gratuite, mais nous sommes engagés à étendre également ces services gratuits à l'éducation supérieure. Nous avons un fonds national pour les étudiants qui vise à faire en sorte que les enfants des communautés pauvres aient accès à l'éducation supérieure dans le pays. Nous souhaitons que l'éducation soit gratuite pour ceux qui ne pourraient se l'offrir. Vous savez qu'auparavant, dans notre pays, il n'y avait pas de communauté pauvre éduquée et nous nous sommes rendus compte que c'était un obstacle pour le développement économique. Notre pays a besoin d'un développement social et économique et donc l'objectif de l'éducation gratuite au niveau primaire, secondaire et supérieur est donc primordial. Nous avons également veillé à ce qu'il y ait des subventions sociales à l'adresse des personnes en âge de prendre leur retraite, mais ces prestations couvrent également les handicapés, les enfants, les jeunes filles qui sont enceintes et qui ne peuvent s'occuper de leurs enfants. Nous avons également mis en place un programme de deuxième chance pour les adolescentes pour qu'elles puissent retourner à l'école après une grossesse et poursuivre des études supérieures. Parce que nous savons que si ces adolescentes restent chez elles, elles ne pourront jamais reprendre leurs études et donc leur avenir sera gravement compromis. Nous avons donc un programme intitulé Deuxième chance. Il y a eu un grand débat sur la santé, l'assurance maladie nationale. Et tout ce débat aboutit à un projet de loi qui est à l'étude au Parlement actuellement. Nous sommes un pays qui a également un congé maternité et récemment nous avons voté pour un congé paternité parce qu'il est important que les hommes jouent leur rôle lorsqu'il y a un événement dans la famille, mais lorsque il y a de jeunes enfants, donc le congé ne doit pas s'adresser uniquement aux mères, mais également aux pères. Nous avons donc voté pour le congé paternité. Nous avons également étendu des programmes d'accès à l'emploi pour que les chômeurs réintègrent le marché du travail. Nous avons également voté pour un salaire minimum pour que personne n'ait moins de 20 rands par heure dans le pays. Et nous travaillons également avec le fonds pour les accidentés de la route pour que les personnes blessées puissent se réinsérer. Nous veillons vraiment à ce que personne ne soit laissé de côté. Nous travaillons également sur le problème de la faim. Nous avons l'intention d'étendre les subventions au plus grand nombre et cela fonctionne bien pour l'Afrique du Sud. Voilà ce que nous faisons pour arriver à la protection sociale universelle. Nous pensons qu'il faut faire participer les partenaires, collaborer avec le secteur privé, avec le ministère du Travail, avec la société civile, avec les entreprises. Il faut être inclusif pour faire avancer les intérêts de la protection sociale du pays. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vous remercie. Great, thank you. Très bien, je vous remercie. Madame le ministre, est-ce que je peux
rebondir sur ce que vous avez dit et vous demander comment toutes ces politiques ont favorisé le développement économique en Afrique du Sud après l'apartheid. Eh bien, je dois dire que ce que nous avons mis en place a vraiment amélioré la situation parce que ce que nous avons voulu, c'est que toute la population soit intégrée au sein de la société sud-africaine. Nous avions une société fragmentée, source de discrimination. Nous avons veillé à ce qu'il y ait des débouchés pour tous grâce aux différentes politiques que nous avons adoptées. Nous avons vu davantage de jeunes, de personnes plus âgées faire participer au développement économique du pays. C'est pourquoi on parle de deuxième chance pour les adolescentes, mais on parle également de systèmes d'éducation supérieure gratuits, ce qui permet d'ouvrir les débouchés économiques au plus grand nombre dans le pays. Nous avons veillé à ce que les PME puissent également contribuer au développement économique. Peut-être que nous n'avons pas encore engrangé des résultats impressionnants parce que nous partons de très loin, mais néanmoins, nous avons progresser en faveur de la protection sociale. Nous ne voulons pas être uniquement un État du welfare, non, nous voulons créer des chances pour tous, créer la possibilité pour les entrepreneurs de créer leurs entreprises. Nous voulons être inclusifs, mais faire en sorte que même ceux qui sont pauvres puissent avoir leur chance, avoir accès au logement. Nous avons beaucoup subventionné le logement en Afrique du Sud pour que les différentes communautés puissent se loger décemment. Et puis, il y a également des occasions pour les entreprises de se développer. Nous avons proposé beaucoup de subventions qui permettent aux communautés ou aux personnes qui souhaitent créer leur entreprise de le faire. Il y a des subventions, par exemple, pour ceux qui souhaitent démarrer leur entreprise. Récemment, grâce à la présidence, nous avons entamé la 4e révolution industrielle en créant des programmes avec plusieurs entreprises du secteur privé pour sortir de la pauvreté, mais pour développer les compétences. Nous sommes un pays qui, comme l'a indiqué l'orateur précédent, est bénéficiaire d'investissements social des entreprises. La majorité des entreprises du secteur privé jouent un rôle dans la création d'emplois, dans la formation, dans les compétences des jeunes. Nous veillons à ce que les possibilités soient offertes pour ceux qui souhaitent participer à l'économie nationale. Ça ne se faisait pas par le passé, mais cela se fait maintenant. Nous travaillons à l'intégration. Nous encourageons les partenariats pour la formation des compétences. Nous veillons à ce que des débouchés soient là pour que l'Afrique du Sud se développe. Bon, j'ai parlé de la pauvreté et de la pauvreté intergénérationnelle. Nous voyons que la situation s'améliore peu à peu. Nous créons des emplois, nous proposons des formations pour que les jeunes soient prêts à intégrer le marché du travail. Donc, voilà ce que nous faisons. Nous veillons à être une société inclusive. Et puis, une dernière chose que j'aimerais indiquer, c'est que nous pensons que la protection sociale universelle permettra de réduire la fracture entre les riches et les pauvres, mais également entre les gens malades et les gens en bonne santé. Voilà ce que nous voulons pour l'Afrique du Sud. Excellent, thank you. Next, Merci. J'aimerais poser donc une question. Pourquoi la Mongolie a étendu la protection sociale à la population, y compris donc offrir des bénéfices et des prestations à la population, donc y compris les bergers? Thank you, moderator. Thank you for your question.
Merci de votre question. Bien sûr, il s'agit d'une expérience importante. La population joue un rôle très important dans le pays. Population are herders. La moitié de la population de la Mongolie est constituée d'éleveurs et l'élevage joue un rôle important dans l'économie du pays. La contribution de l'élevage au PIB est supérieure à 10% et environ 30% de la population active est constituée d'éleveurs. La recette de l'élevage est la seule source de revenus de pratiquement 20% des foyers. Jusqu'en 90, la Mongolie est un pays socialiste. Pendant cette époque, l'État utilisait versait des pensions de vieillesse à tous les éleveurs lorsqu'ils prenaient leur retraite. À cette époque, toutes les activités économiques étaient étatisées. La loi actuelle sur l'assurance sociale est entrée en vigueur en 1995 et d'après la législation, la réglementation actuelle, les éleveurs peuvent verser des cotisations volontaires équivalent à 11% de leurs revenus. Lorsqu'ils sont en âge de bénéficier de prestations retraite, celles-ci leur sont versées, de même que des prestations pour invalidité ou pour décès du soutien de famille. Cependant, la vie réelle, en raison de revenus faibles et aléatoire, la couverture des éleveurs par le système d'assurance sociale est extrêmement faible. Par conséquent, la sécurité vieillesse pour les éleveurs est une priorité du gouvernement pour éviter qu'ils ne tombent dans la pauvreté. Nous devons trouver des solutions, des mécanismes appropriés pour qu'ils puissent verser leurs cotisations mensuelles au fonds d'assurance sociale et pour qu'ils garantissent leur retraite. Le gouvernement de la Mongolie a donc pris des mesures pour améliorer les prestations retraite pour les éleveurs. Depuis 2012, le gouvernement met en place une mesure importante visant à renforcer la sécurité retraite des personnes qui n'ont pas pu travailler pendant la période de transition. Plus précisément, le non-versement de cotisations de ceux qui ne travaillaient pas pendant les années 90 à 2000 a été subventionné par le gouvernement et 20% de ceux qui ont bénéficié de cette mesure étaient des éleveurs. En outre, nous sommes en train de mettre en œuvre une nouvelle politique visant à réduire l'âge de retraite des éleveurs de 5 ans. En tenant compte des conditions particulièrement difficiles de leur activité. En outre, une nouvelle loi sera en vigueur à partir de 2020 qui permettra aux éleveurs et aux indépendants de payer en une fois leur cotisation de retraite pour couvrir la période de 1995 à 2019. Lorsqu'ils ont dû changer leur statut d'emploi ou lorsqu'ils n'ont pas trouvé d'emploi en raison de leur profession ou de leur travail. D'autre part, notre politique de protection sociale pour les éleveurs a pour objectif de protéger le secteur de l'élevage à l'avenir, car la jeune génération n'a pas envie de se lancer dans l'élevage. Donc, le nombre d'éleveurs devrait baisser de façon significative à l'avenir. Cela aura un impact négatif sur les terres qui pourraient être désertées et inhabitées, notamment les zones rurales éloignées qui sont actuellement occupées par des éleveurs nomades. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que c'est là un bon exemple de l'importance où on a étendu les prestations liées à la protection sociale, mais où il était difficile d'atteindre des villes ou des lieux reculés, donc avec les caractéristiques donc des éleveurs. Si je continuais, donc je
je voudrais dire quelle est la combinaison des mécanismes contributifs et non contributifs pour les assurances sociales, l'extension des infrastructures, etc. In Mongolia, 79% of economically 39% de la population et 6% donc des assurances sociales. 2 tiers ne sont pas éligibles pour les retraites, mais ils reçoivent des prestations. Donc la combinaison des mécanismes contributifs et non contributifs donc implique la sécurité. La Mongolie a un système généreux de redistribution fiscale et de bénéfices et d'avantages sociaux, y compris des programmes pour les enfants. La population bénéficie de ces prestations. Si vous examinez donc des personnes âgées et 80% des personnes handicapées. Donc 80% des enfants reçoivent un type de mesure sociale. Actuellement, il s'agit de passer du bien-être à l'emploi en tenant compte des conditions et des programmes d'avantages sociaux pour les personnes âgées qui travaillent. Par exemple, nous avons un programme alimentaire qui établit des conditions pour les personnes en état de travailler pour qu'elles puissent chercher un emploi de façon active. Merci beaucoup. Madame William Baka, quand décidez-vous d'investir dans le système de protection sociale et quel est le rôle joué? Merci, Président. Au Kenya, nous sommes très heureux d'être ici et de partager notre expérience en matière de protection sociale. La raison pour laquelle le Kenya a décidé d'investir dans la protection sociale, c'est parce que nous avons des obligations internationales, régionales et locales. Il s'agit d'établir et de mettre en œuvre des programmes de protection sociale. Notre Constitution est très claire sur les questions de protection sociale. Dans l'un des articles, c'est l'article 43 de notre Constitution, l'État est obligé de soutenir les personnes qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. En outre, l'article 22 permet aux citoyens d'établir des procédures si ce droit est violé. Dans notre pays, donc dans notre vision 2030, nous voulons offrir la meilleure qualité de vie possible aux citoyens d'ici 2030. Et l'objectif du pilier social, c'est de créer une société de cohésion grâce à l'équité sociale. Nous sommes un pays qui a entamé un certain nombre de programmes de protection sociale et donc avant d'entrer dans les détails, je voudrais vous dire vous donner quelques éléments sur le niveau de pauvreté avant le programme. En 2005, le niveau de pauvreté du Kenya s'établissait à 46%. Depuis 2003, nous avons mis à disposition de l'argent dans le cadre de programmes de protection et actuellement, c'est-à-dire l'année dernière, nous avons mis en place la couverture universelle pour tous. Nous mettons en place également un système de santé de la mère et de l'enfant gratuit qui a un impact très important, je vous en parlerai. Nous avons un programme d'alimentation à l'école, notamment pour les parties arides et semi-arides du pays. Et une grande partie de notre pays est constituée de régions arides et semi-arides
où la population est très pauvre. Il s'agit d'encourager les enfants à aller à l'école et à y rester pour pouvoir apprendre. Nous pilotons également une couverture de santé universelle. Nous le faisons dans 5 comtés et espérons que nous pourrons le faire dans l'ensemble du pays. Une année après le lancement de cette expérience, nous serons en mesure de l'étendre. Nous mettons en place également un système d'éducation primaire gratuite qui a commencé en 2002 et ayant bien sûr qui a un impact important. Nous avons mis en place des programmes de sécurité sociale et des programmes d'assurance. Ce que j'aimerais dire, c'est la chose suivante. Nous travaillons donc sur ce programme. Pour commencer, nous avons fait une étude budgétaire commencée en 2005, comme je l'ai dit. Nous avons fait donc la dernière partie en 2015. Le niveau de pauvreté a chuté de 10 points. Nous sommes maintenant à 36%. Et ceci est attribuable au programme de protection sociale que nous mettons en place ces 2 dernières années. Je voudrais dire également que dans le cadre du programme de la ville, nous avons donc mis en place un système de transition qui est chiffré par l'évaluation d'impact. Nous avons amélioré également le système de nutrition et de diversité pour les jeunes enfants. Nous voyons une réduction du travail des enfants. Voilà donc les avantages de ce programme. S'agissant de notre programme de santé gratuite pour la mère et l'enfant, en fait, dans les zones urbaines, 100% des mères donc peuvent accoucher à l'hôpital. C'est plus compliqué dans les zones rurales à cause des questions de transport et des questions de méconnaissance. Mais ceci donc permet une meilleure survie de la mère et de l'enfant. Merci. So in Kenya, in what Micro, s'il vous plaît. Le Kenya, dans quelle direction? L'orateur parle loin du micro. As we think about Alors, s'agissant de l'extension de nos programmes de protection sociale, pour aller de l'avant, nous aimerions avoir une démarche basée sur le cycle de la vie pour mettre en place nos programmes. Nos programmes donc s'appliquent aux enfants de moins de 18 ans, aux mères. Nous avons un programme pour la jeunesse. Nous avons un fonds pour la jeunesse qui permet aux jeunes d'avoir des prêts, des microcrédits pour pouvoir monter leurs entreprises. Nous avons donc une approche basée sur le cycle de la vie. En outre, nous voulons arriver à l'universalité. Nous avons mis en place un programme universel pour tous, donc pour les plus de 17 ans. Nous voulons introduire de façon progressive la bourse universelle pour les enfants. L'autre élément, alors que nous progressions, donc la stabilité est essentielle pour nous. Alors que nous étendons les programmes, eh bien nous aurons besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir assurer ces programmes. Par conséquent, nous faisons pression sur le gouvernement pour qu'il continue d'appuyer la protection sociale. L'année dernière, nous avons tenu une conférence internationale sur le financement durable de la protection sociale. Donc c'est un débat que nous voulons nourrir. Outre cela,
nous avons élaboré un plan d'investissement pour 2030 qui détaille le type de programme que nous aimerions voir mis en œuvre ou voir étendu d'ici 2030 et le type de budget nécessaire pour mettre en œuvre ces programmes. Donc, nous allons définir donc les besoins. Nous avons élaboré un plan d'investissement de manière à ce que le gouvernement soit préparé sur le type de moyens dont nous aurons besoin pour aller de l'avant. Outre cela, nous réfléchissons aux questions de financement durable. Nous avons mis en place une équipe spéciale pour discuter de comment le gouvernement lèvera des fonds pour le programme de transfert d'argent. Nous sommes un pays qui dépend beaucoup des solutions novatrices pour le programme de transfert. Et nous voulons voir un petit peu comment les citoyens peuvent contribuer à leur retraite avec des petites sommes de façon tout à fait novatrice. Et je ne vais pas entrer dans les détails parce que tout ceci est en discussion, mais pour aller de l'avant, c'est ce que nous aimerions voir un petit peu. Donc les citoyens doivent pouvoir contribuer de façon modeste, mais contribuer pour épargner pour leur retraite. En outre, nous aimerions que le gouvernement augmente ses niveaux de PIB en faveur de la protection sociale. Actuellement, nous sommes à 1,5% avec un transfert de trésorerie de 0,3%. Mais nous aimerions, pour des raisons de stabilité, que le gouvernement poursuive l'augmentation de la part du PIB qui va entrer dans l'investissement en faveur de la protection sociale. Donc, dans le plan d'investissement, nous nous tournons vers le gouvernement pour qu'il passe de 2 voire 3% du PIB en faveur de la protection sociale. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ma question est pour Mme Masmara Adisri. En Tunisie, donc on a étendu les avantages en matière de protection sociale et il y a des résultats très importants. Donc pourquoi l'investissement est si important pour le développement économique et social de la Tunisie ? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord vous faire part des salutations de Monsieur le ministre de l'Affaires sociales, Monsieur Mohamed Trabelsi, qui aurait dû être ici parmi vous lors de cette conférence, mais qui, pour des raisons d'engagement professionnel, n'a pas pu venir. Donc, je vous remercie pour votre question. Mais je vais vous donner un aperçu sur l'expérience tunisienne en matière d'universalisation de la protection sociale. Donc la Tunisie, pour la Tunisie, le système de protection sociale repose sur un ensemble de programmes d'assistance sociale et un dispositif d'assurance sociale et a été bâti sur une approche progressive. Donc ainsi, la sécurité sociale en Tunisie remonte aux années 1898, année de la création de la première caisse de prévoyance pour les fonctionnaires tunisiens qui étaient chargés de la gestion du premier régime de retraite en Tunisie. Ensuite, en 1921, il y a eu la création du régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail. Le secteur de sécurité sociale a connu ainsi sa véritable lancée au cours des années 60, donc après l'indépendance, et il y a eu une extension progressive et continue de la couverture à toutes les catégories professionnelles. C'est ainsi qu'en 1959, il y a eu un régime de retraite pour le secteur public. En 1960, le régime général des salariés pour le secteur non agricole. Les étudiants en 65, le régime des pêcheurs 77, ainsi de suite. Actuellement, la sécurité sociale couvre tous les secteurs d'activité et le taux de couverture réelle est de 85%. Il est à noter que la couverture ne s'est pas limitée aux travailleurs résidents en Tunisie, elle s'est étendue également aux travailleurs résidant à l'étranger par le biais des conventions bilatérales de sécurité sociale et la mise en place d'un régime de couverture facultatif pour les Tunisiens travaillant dans les pays avec lesquels la Tunisie n'a pas de convention bilatérale de sécurité sociale. Au niveau des
programmes de l'assistance sociale, nous avons un programme phare qui est le Programme national d'aide aux familles nécessiteuses qui a été créé en 1986 et qui consiste à accorder des aides, des transferts monétaires aux familles qui ont des revenus pauvres. Et un autre programme, institué en 1998, a consisté à mettre en place un système d'assurance médicale gratuite et à tarif réduit et ces deux programmes sont financés par le budget de l'État. Donc s'il est vrai que le système de protection sociale tunisien a joué depuis sa création un rôle indiscutable en matière de lutte contre la pauvreté et d'inclusion sociale, il a quand même montré ses limites, notamment au niveau de l'interaction et la complémentarité entre les différentes actions publiques en matière de protection sociale, due à une fragmentation entre les différents programmes et un manque de cohérence. Et donc c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui tout un système de réforme de son système de protection sociale a été engagé par le pays. Il est rappelé que l'adoption de la Constitution de 2014, dans son article 38, garantit le droit à la couverture sanitaire et sociale pour tous. Donc ça a été une occasion pour entamer une réforme globale qui permettra d'améliorer la pertinence, l'efficacité et l'efficience du système de protection pour un développement global et inclusif. Donc les principaux objectifs de cette réforme, c'est la réforme des régimes de sécurité sociale, le maintien des équilibres financiers des régimes, la réforme de la gouvernance des caisses de sécurité sociale, la réforme de l'assistance sociale et la garantie par l'État aux catégories vulnérables le droit d'accès aux soins d'un seuil minimum de revenus avec un meilleur ciblage des interventions en leur faveur, conformément à des normes objectives. Donc tout un chantier a été mis en œuvre en matière de réforme et l'objectif ultime étant de mettre en place un socle national de protection sociale conformément à la recommandation 202 adoptée par l'Organisation internationale du travail sur les socles nationaux de protection sociale en 2012. Donc parmi les réformes que nous avons engagées réellement dans le sens de l'universalisation de la protection sociale, c'est le régime de la sécurité sociale et particulièrement le régime de retraite. Donc il faut rappeler que le système tunisien, c'est un système lié à l'activité professionnelle et donc il fonctionne selon le système de répartition et donc son financement est basé sur des cotisations des salariés et des employeurs. Donc, la réforme de la sécurité sociale constitue une priorité nationale dans le plan de développement et surtout en raison des difficultés grandissantes en matière de financement des caisses de sécurité sociale dû à des facteurs tels que les mutations démographiques, le facteur économique et ainsi que les éléments paramétriques des régimes de retraite. Une autre réforme qui a été engagée et qui est tout aussi importante, c'est la réforme des programmes d'assistance sociale. L'objectif de cette réforme est d'améliorer le ciblage et l'efficacité des programmes d'aide sociale qui sont destinés aux populations pauvres et à revenus limités. Enfin, nous ouvrons aussi pour la mise en place d'une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté d'insertion sociale et là l'approche c'est une approche multidimensionnelle, donc on veut attaquer la pauvreté non pas du point de vue monétaire uniquement, mais comment améliorer l'accès des pauvres aux services de première nécessité et comment leur favoriser la facilité de cet accès. Concernant le socle national de protection sociale, donc c'est un projet sur lequel il y a un engagement politique fort, donc même par un consensus tripartite autour de cette question. Donc nous considérons que c'est un moyen irréversible de lutter contre l'extrême pauvreté. Donc les garanties sur lesquelles nous travaillons, c'est l'accès aux soins universels. Donc on a relevé que malgré les efforts entrepris par l'État pour assurer la couverture universelle, nous avons quand même à peu près 8,2% de la population qui ne bénéficie d'aucune couverture sanitaire. Donc d'où ce travail d'envergure pour que cette couverture soit universelle répondant à des critères d'accessibilité de qualité. On travaille également sur la garantie d'un revenu minimum pour ceux qui en sont dépourvus et la garantie d'un revenu pour les personnes âgées et les handicapés également. Demain et après-demain, on aura l'occasion d'en discuter pour mettre en place un revenu pour les enfants.
Donc là, on est dans la phase de réflexion. Il y a des études de faisabilité pour les différentes garanties du socle. Nous travaillons avec le BIT et l'UNICEF pour ce qui est la garantie enfance. Et comme a dit ma collègue aussi, nous travaillons sur la faisabilité financière, parce que la question de financement est très importante, et comment garantir la pérennité du financement de cette protection sociale. Nous travaillons sur l'enfance, mais la faisabilité financière pour le programme de l'enfance pourra nous servir également pour les autres garanties du socle. Et je vous remercie. If I can just follow up on... Eh bien, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment le système de protection sociale en Tunisie contribue au travail décent et à la croissance inclusive ? Oui, tout à fait. La méthode sur laquelle nous procédons actuellement, c'est de voir qui n'est pas inclus dans les systèmes actuels de protection sociale. Parce que nous travaillons sur l'inclusivité et cette démarche, c'est de voir un peu les gens qui ont du mal à accéder à cette protection sociale, dont notamment, par exemple, le secteur informel, les femmes rurales, donc qui travaillent, mais le système sur le plan légal existe, mais vu que dans le secteur rural, les revenus ne sont pas permanents et sont faibles, donc il y a une difficulté à intégrer le régime de sécurité sociale. Donc nous travaillons pour mettre en place un système de protection sociale qui soit, disons, attractif et qui tienne en considération les capacités contributives des femmes rurales. Donc nous travaillons sur cette question. Également, dans la loi de finances de 2019, nous avons proposé de mettre un taux de cotisation qui n'est pas très élevé, de 6,7%, pour ainsi inciter le secteur informel à accéder à la protection sociale et partant de là à avoir un travail, donc être couvert, donc un travail décent, ce qui va contribuer au développement économique du pays, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, par rapport aux populations pauvres, la nouvelle démarche, c'est de voir un peu comment que ces familles ne restent pas tout le temps dans la pauvreté. Il faut investir pour qu'ils sortent de cette pauvreté. Donc c'est pour ça que nous travaillons sur le programme de lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale. Donc la composante inclusion est très importante. Voir dans ces familles, on travaille sur un modèle de vie pour chaque ménage, pour voir un peu comment le faire sortir de la pauvreté, soit en jouant sur la protection sociale des enfants, soit sur les personnes qui sont capables de travailler, pour enfin qu'ils sortent un peu du cercle vicieux de la pauvreté et qu'ils aient une protection sociale, disons, adéquate et décente. Globalement, c'est ça. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, il nous reste encore quelques minutes, 15 minutes pour des questions de la part des participants. Donc, j'ouvre la discussion. Merci, je m'appelle Marvin Maymont et je suis la directeure d'une organisation de consultants auprès du ministère. Je travaillais avant pour le ministère de la Sécurité sociale. Alors, j'aimerais revenir au thème qui nous intéresse ce matin. 60% de l'économie informelle n'a pas accès à la protection sociale. En tant que présidente de mon association de consultantes et en tant qu'ancienne ministre, je crois qu'il est important d'avoir un registre. Lorsque l'on s'enregistre, la plupart des gens, la plupart de la population, eh bien, on peut mieux intégrer l'économie informelle parce qu'on a des données à son sujet. On parlait justement de l'absence de données. Donc, je crois qu'il faut faire des investissements de la part des gouvernements dans l'enregistrement. Au Pakistan, nous avons consenti cet investissement, ce qui a donné
donner des effets, des résultats exceptionnels. Et moi, je suis une politique et je parle de mon expérience. Et je suis sûre que les conférenciers invités vont être soit d'accord, soit en désaccord, mais nous avons tous des constitutions, nous avons tous des articles dans nos constitutions qui nous garantissent la protection sociale. Nous avons des obligations, mais nous avons également des élections et nous avons également des changements de gouvernement. Donc normalement, nous avons toujours une approche en deux étapes, un pas en avant, un pas en arrière, et il faut faire avec cela. Il faut veiller à ce que lorsqu'il y a des changements de gouvernement, les obligations nationales soient sauvegardées, et il faut veiller à ce qu'il n'y ait aucun pas en arrière, même s'il y a un changement de gouvernement. Voilà, ce sont des commentaires que je tenais à faire et je vous demanderai de bien vouloir y réagir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Qui souhaite réagir à ce commentaire? Donc, l'importance des registres sociaux et la question de la volonté politique à conserver la protection sociale, même s'il y a un changement de gouvernement. Madame le ministre, oui, merci beaucoup. Oui, je voulais rebondir sur la question des données. En Afrique du Sud, nous n'avions pas par le passé la possibilité de recueillir des données. Mais je suis fière de dire aujourd'hui que nous travaillons sur la base de données dans plusieurs domaines. Par exemple, nos plans sociaux. L'axe de ces plans sociaux repose sur des données. Nous avons recueilli des données pour pouvoir planifier et nous estimons que sans données, on ne peut rien faire d'efficace. Donc notre système de données n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, nous allons dans la bonne direction. Nous avons également l'Office de statistique de l'Afrique du Sud, qui est l'institution qui recueille régulièrement des données et qui nous permet d'adapter nos politiques, ce qui nous permet de planifier correctement. Maintenant, pour ce qui est de l'accès à la scolarité, par exemple, l'année dernière, nous avions à peu près 300 000 jeunes qui ont eu accès à la fin du secondaire. Et grâce à cette donnée, on a pu planifier et on a pu également savoir combien avaient réussi, combien allaient à l'université et combien de jeunes iraient dans les établissements techniques. J'ai dit qu'on avait un programme de deuxième chance. Ça nous permet de savoir ces données, combien de personnes ont abandonné leur scolarité et combien continuent à aller à l'école pour préparer leur avenir. Donc, bien sûr, les données sont essentielles, y compris pour l'accès aux emplois, l'accès à l'économie. On peut, en tant que pays, dire que nous avons une population de 43% de jeunes. Ça, on peut le savoir grâce aux données que l'on recueille et ça nous aide à planifier notre économie, à planifier les mesures. Alors, bon, la Constitution, c'est un document essentiel pour n'importe quel pays parce que c'est un document qu'on ne va pas changer du jour au lendemain. C'est un document qui définit votre pays. Alors peut-être que c'est pas la même chose partout, mais en tout cas pour nous c'est très important. Parce que nos politiques, nos mesures, tout ce que l'on fait sont basés sur la Constitution. Et puis, au sujet des élections et des changements de gouvernement, c'est peut-être parce qu'on est une jeune démocratie, mais on a effectivement eu des situations dans lesquelles il y a eu des changements de politique. Mais au cours des 25 dernières années, on a eu une administration menée par l'ANC. Et finalement, c'est toujours l'ANC qui s'est relayée à la tête du gouvernement. C'est pas comme en Amérique. C'est vrai que quand il y a un changement d'administration, il y a de gros bouleversements, mais on est toujours
dans un espace de cohérence. Donc, on n'a pas été beaucoup touchés par les changements, je dirais pas changement de gouvernement, mais par changement d'administration. Parce que changement de gouvernement, c'est autre chose. Mais changement d'administration, oui, ça peut poser problème. Mais on a de la chance, on n'a pas eu de changement d'administration parce que c'est le même parti qui est au pouvoir depuis 25 ans. Merci. Qui souhaite ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Juste pour la question des bases de données, c'est vrai, c'est très important. Nous, en Tunisie, on est en train de mettre en place une banque de données sur les familles pauvres et revenus limités et qui vont concerner à peu près 30% de la population. Et on sait que dedans, il y a probablement des personnes qui ont des capacités contributives et qui sont dans l'informel. Et c'est là qu'on va travailler pour un peu les faire basculer du système informel, du système non contributif vers le système contributif. Une autre activité sur laquelle nous travaillons, c'est la mise en place d'un identifiant social unique. Cet identifiant va permettre de faire des recoupements entre les différentes bases de données du ministère des Affaires sociales, c'est-à-dire entre les fichiers des caisses de sécurité sociale et la base de données des familles, du système assistentiel, et pour voir un peu s'il n'y a pas des doubles emplois pour des recoupements nécessaires. Donc là, je partage l'importance des bases de données. Ils vont aider à la prise de décision et à mettre les programmes les mieux adaptés. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Madame Mbaka, merci. Oui, je peux confirmer le fait que les programmes de protection sociale sont politiques. Et la possibilité d'avoir des gouvernements qui annulent ce qu'a fait le gouvernement précédent existe vraiment. Et c'est pour ça qu'il faut ancrer les programmes de protection sociale dans des politiques et dans des lois. En tant que pays, nous avons mis au point ce que l'on appelle le registre unique. Il s'agit d'un répertoire central unique de données sur les protections sociales et à l'avenir, nous aimerions que d'autres piliers soient inclus, notamment le pilier de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Pour l'instant, le pilier qui est inclus, c'est un pilier sur le transfert d'argent. Nous allons créer avec la Banque mondiale un registre unique au sein de ce répertoire qui va permettre de cartographier tous les pauvres, leurs caractéristiques, pour que tous ceux qui souhaitent lancer un programme de protection sociale pour les pauvres saura tout de suite où aller chercher les données. Ce sera très facile pour les différents organismes qui veulent lancer des programmes de protection sociale d'accéder à ces populations. Merci. Encore deux questions. Bon, l'avantage d'être assis devant, c'est que je vous vois tout de suite. Donc allez-y, je vous donne la parole. Je voudrais juste apporter ma contribution du Sénégal, puisque, comme viennent de le dire les ministres, pour permettre de maintenir les acquis que les autres gouvernements ont pu mettre en place, effectivement, il faudra institutionnaliser certaines bases de données. Comme elles viennent de le dire, nous avons aussi mis en place le registre national unique, qui est un registre qui intègre les ménages pauvres, les ménages vulnérables. Et chez nous, au Sénégal, nous sommes à un nombre de 548 000 ménages qui sont dans cette base de données. Et c'est l'Agence démographique et de la statistique qui a permis la mise en place de ces bases de données. Et l'institutionnalisation permet aujourd'hui de pouvoir garder les acquis pour que notre gouvernement qui viendra aussi ne pourra pas changer les acquis qui sont déjà pu être réalisés. Donc c'est vous dire que la protection sociale, pour qu'on puisse aller toujours de l'avant, effectivement il faudra sécuriser pour que les autres qui viennent ne puissent pas changer les programmes qui étaient déjà établis par le régime précédent. Je vous remercie. Thank you. Yes, the gentleman behind.
Oui, merci. La personne derrière vous. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Bart. Je travaille pour World Solidarity. C'est une organisation de société civile en Belgique. Je suis membre de la coalition mondiale pour les socles de protection sociale. Merci pour vos interventions et merci pour les exemples concrets que vous avez donnés pour mettre en place des programmes de protection sociale. Ma question s'adresse à Madame Mbaka. Plus précisément, j'étais très heureux d'entendre que le Kenya souhaite mettre en place la protection sociale universelle. Vous avez donné plusieurs exemples de programmes, mécanismes contributifs ou non. Comment avez-vous, en tant que gouvernement, réussi à mettre en place une stratégie nationale pour éviter la fragmentation des différents programmes? Vous avez sans doute une stratégie fédératrice sur la protection sociale. Et en fin d'intervention, vous avez dit que vous vouliez que les citoyens contribuent par exemple à leur pension et le gouvernement pourrait compléter. Je crois que pour faire cela, il faudrait un large appui de la part de la société kenyane pour qu'un nombre de personnes maximum participent au régime contributif. Et pour avoir cet appui, est-ce que vous avez lancé un débat public ou est-ce que vous travaillez avec des partenaires sociaux ou d'autres organisations de la société civile qui souvent ont une expérience dans la gestion de ces régimes contributifs? Merci. C'est une question qui s'adresse à vous, madame. Eh bien, ce que je peux dire pour ce qui est de la stratégie fédératrice, c'est que, bon, nous n'en avons pas en tant que tel. Cependant, nous avons un comité de pilotage national qui est composé de membres du gouvernement, de la société civile, de partenaires pour le développement. Et ça nous permet de définir la direction stratégique que nous voulons emprunter en tant que pays pour la protection sociale. Mais nous avons des plans qui nous permettraient de fixer très précisément la direction que nous voulons prendre. Alors, comme je vous l'ai dit, on n'en est qu'au tout début des débats. Et ce que nous aimerions faire, c'est utiliser la technologie pour voir de quelle façon les citoyens peuvent contribuer. Et nous voudrions avoir un système qui soit très convivial, très facile à utiliser pour que la population puisse participer. Bon, comme je l'ai dit, c'est pas encore fait, mais en tout cas, on y réfléchit fortement. Très bien, merci. On a encore le temps pour un commentaire. Oui, allez-y. Merci. Osho de UNICEF Népal. 2 questions. Une très rapide. Vous parlez des droits des citoyens à la protection sociale dans différents pays qui sont représentés au podium. Mais est-ce que dans les pays, vous avez envisagé d'étendre la protection aux non-citoyens, migrants, réfugiés? Et je crois que tous les pays qui sont là, à part la Mongolie, ont des réfugiés, des migrants. Deuxièmement, la qualité de la protection sociale. Et je reviens à ce qu'a dit Madame Maha Mesriou. Vous avez dit qu'il était important que l'on ait une protection sociale de qualité. Mais comment est-ce que les pays veillent à ce que la protection sociale soit efficace et qu'elle soit pérenne sur le plan financier, qu'elle dure dans le temps? Merci. Qui souhaite intervenir rapidement à ces questions, commentaires? Yes. Merci pour votre question. Bon, la question des réfugiés et bon, la protection sociale pour le moment, elle est accordée uniquement aux gens, aux Tunisiens, donc aux citoyens tunisiens. Mais par contre, pour ceux qui ont la résidence, ils peuvent bénéficier des programmes d'assistance sociale. Donc, on est en train de réfléchir à cette question sur un texte pour la question des réfugiés et qui quand même existent en Tunisie, mais on est
on n'a pas encore, un projet de loi a été élaboré, mais il n'a pas encore été validé et adopté. Par rapport à la qualité des prestations, quand on parle de l'universalité, il y a l'universalité horizontale, mais aussi l'universalité. Il faut qu'il y ait un palier, un minimum de prestations qui sont servies à toutes les personnes. Par exemple, pour la question de la santé, on est en train de réfléchir pour un panier de soins universels qui soit le minimum que tout le monde puisse avoir, auquel ils peuvent avoir accéder. Donc, c'est dans ce sens qu'on parle de la qualité de la prestation, parce qu'il ne suffit pas de donner la couverture s'il y a le niveau de prestation est parfois très bas, et surtout pour la question de la santé, de donner des prestations qui sont très très faibles. Donc la question de l'universalité n'aurait pas de sens. Dans un premier temps, d'accord, mais il faut que ce niveau augmente petit à petit, et pour monter, on travaille pour qu'on atteigne le deuxième niveau du socle de protection sociale, celle du système contributif. Donc on travaille dans les deux sens, dans le horizontal et vertical. Merci. Great. Thank you very much. Très bien, je vous remercie. Bon, je pense que nous allons clore cette séance. 2 commentaires rapides. Il y a eu 4 exemples d'engagement très fort en faveur de la protection sociale. Ce sont des pays qui sont des champions de la cause. Nous avons vu les efforts constants déployés pour étendre, faire de la protection sociale une réalité progressivement. Et l'on a dit qu'il fallait absolument couvrir les zones rurales éloignées. Il faut que ce mouvement continue, et il faut également qu'il y ait des infrastructures institutionnelles. Et puis, autre chose que j'aimerais dire qui a été rapidement évoquée, c'est les efforts énormes qui ont été consentis pour recueillir des données et montrer les retombées positives de l'étendue de la protection sociale. La protection sociale en Afrique subsaharienne, c'est probablement le programme gouvernementaux les plus étudiés au monde. Il ne fait aucun doute que l'impact est clair et qu'il est large, et je crois, en tout cas j'aimerais reconnaître et saluer l'engagement des gouvernements de la région pour documenter ce domaine. Très bien, je vous remercie. Je remercie les 4 orateurs.